Si vous vous êtes déjà senti piégé par une mauvaise habitude, fumer, procrastiner, trop manger, et si je vous disais que vous ne luttez pas contre un comportement, mais contre une supposition que vous avez acceptée sans le savoir, Neville Goddard enseignait « Votre supposition, même fausse, si elle persiste, se transformera en fait ». Les mauvaises habitudes défient la logique parce que votre cerveau a envie de récompenses immédiates plutôt que d'avantages futurs. La volonté seule échoue parce que les habitudes vivent profondément dans le subconscient, hors de portée d'un simple effort. Aujourd'hui, vous apprendrez comment dissoudre les mauvaises habitudes en changeant d'identité, non pas par la lutte, mais par la supposition, en remplaçant l'ancien par le nouveau, sans effort et naturellement. Commençons. Les mauvaises habitudes sont des suppositions en action. Et si chaque habitude contre laquelle vous luttez n'était rien de plus qu'une histoire que vous vous racontez sans cesse? Neville Goddard a dit « Changez votre conception de vous-même et vous changerez automatiquement le monde dans lequel vous vivez. » Les habitudes ne sont pas des chaînes, ce sont des suppositions, des idées que nous avons acceptées sur qui nous sommes, répétées jusqu'à ce qu'elles deviennent automatiques. Lorsque vous dites « Je suis un oiseau de nuit » ou « Je suis mauvais en sport », vous ne décrivez pas des faits. Vous déclarez des suppositions, en les renforçant à chaque répétition. Imaginez votre esprit comme un tourne-disque. Le sillon qui forme une habitude joue sans cesse, non pas parce que c'est la seule musique disponible, mais parce que c'est le chemin le plus profond tracé par la répétition. Pourtant, tout comme une aiguille peut être soulevée et placée sur une nouvelle piste, vous pouvez choisir une nouvelle supposition à jouer. Réflexion. Quelles étiquettes silencieuses avez-vous acceptées qui vous maintiennent liés au comportement même que vous souhaitez dépasser? Le principe de Neville est clair. Vous n'êtes pas l'habitude. Vous êtes celui qui la suppose en existence. Changez la supposition, et le comportement doit suivre. Si les habitudes ne sont que des suppositions, pourquoi se sentent-elles si tenaces, si résistantes au changement? La réponse se trouve au plus profond de la façon dont votre cerveau est conçu. La volonté seule échoue souvent parce que les habitudes sont stockées dans les ganglions de la base, la partie du cerveau responsable du comportement automatique. L'esprit conscient, où réside la volonté, est comme une bougie dans le vent comparée à la montagne solide des schémas inconscients. Neville Goddard a souligné « Une supposition, même fausse, si elle persiste, se transformera en fait ». L'esprit revient sans cesse à ce qui est familier, non pas à ce qui est bon, mais à ce qui a été supposé être vrai. Ajoutez à cela le sabotage subtil des distorsions cognitives. Juste cette fois, je commencerai lundi, aujourd'hui ne compte pas vraiment. Ces petits mensonges renforcent l'ancienne supposition chaque fois que vous les croyez. Essayer plus fort conduit souvent à la frustration parce que cela s'adresse à la surface, pas à la cause. Le problème n'est pas que vous êtes faible, c'est que vous essayez de combattre une histoire intérieure tout en continuant à croire en sa vérité. Réflexion. Dans quel moment vous entendez-vous justifier de vieilles habitudes? Et que ressentiriez-vous si vous ne plaidiez plus pour vos limitations? Lorsque vous changez la supposition, la bataille se dissout. Maintenant, vous apprendrez comment mettre fin aux habitudes à la manière de Neville. Dans les enseignements de Neville Goddard, il n'y a pas de place pour lutter contre l'ancien. Il n'y a que le mouvement vers le nouveau. Il nous rappelle, vous êtes déjà ce que vous voulez être. Vous devez maintenant vous l'approprier mentalement, en supposant le sentiment de votre souhait réalisé. C'est le cœur de la substitution. La plupart des gens échouent à changer parce qu'ils tentent l'élimination. Ils essaient d'arracher la vieille habitude par la force. Mais lorsque vous supprimez un comportement sans planter quelque chose à sa place, vous créez un vide émotionnel et mental. Et la nature, comme nous le savons, a horreur du vide. Sans quelque chose de nouveau pour combler le vide, la vieille habitude revient, souvent avec plus de force. Pensez à quelqu'un qui décide d'arrêter de fumer. Il se dit « Je ne fumerai pas, je ne dois pas fumer ». Pourtant, tout au long de la journée, son esprit tourne autour des cigarettes. Il essaie de ne pas faire quelque chose, mais il n'a pas supposé le sentiment d'être un non-fumeur sain et libre. Il n'y a pas de nouveau jardin mental en floraison, seulement le sol stérile de la résistance. La substitution pose une question différente. Elle ne demande pas « Comment puis-je arrêter cette mauvaise habitude ?» Elle demande « Quelle nouvelle identité, sentiment ou comportement suis-je prêt à supposer à sa place ?» Lorsque vous déplacez votre attention vers la nouvelle supposition, l'ancienne habitude s'estompe naturellement. Il n'y a pas de guerre intérieure. Il n'est pas nécessaire de forcer et de résister. Il n'y a que le choix persistant de demeurer dans un nouvel état d'être. Prenons un exemple pratique. Imaginez que chaque soir, après une journée stressante, vous vous retrouvez à trop manger. Le déclencheur est le stress. La récompense est le réconfort. Si vous tentez de simplement éliminer le comportement, de vous dire « plus de nourriture le soir », vous menez une bataille perdue d'avance. L'esprit cherche toujours le réconfort. L'indice émotionnel n'a pas changé. Mais et si, au lieu de cela,
Vous substituez, vous créez une image vivante et saisissante de vous-même, trouvant du réconfort d'une manière différente, en vous étirant, en respirant profondément ou en vous asseyant en silence tout en imaginant votre vie se dérouler exactement comme vous le désirez. Vous pourriez terminer la journée non pas en combattant la faim, mais en nourrissant votre imagination. La substitution satisfait le même signal, le besoin de réconfort, mais par un comportement aligné sur votre moi supérieur. Neville vous demanderait de ne pas simplement penser à cette substitution, mais de la sentir comme réelle. Fermez les yeux et demeurez dans le sentiment de paix, d'épanouissement et de respect de soi. Plus l'expérience intérieure est vive, plus elle devient réelle, et plus votre comportement extérieur doit se conformer à votre nouvelle supposition. Dans une conférence de 1951, Neville a dit « Le drame de la vie est psychologique. Le monde entier est une réponse à votre drame intérieur. Ce drame intérieur est ce qui détermine si les habitudes ont du pouvoir sur vous ou si elles se dissolvent sans effort. La substitution vous permet également de dépasser le cycle de l'autocritique. Lorsque vous échouez à résister à une mauvaise habitude, vous tombez souvent dans la culpabilité et la honte, renforçant la supposition que vous êtes faible ou brisé. Mais lorsque vous substituez au lieu de résister, vous ne vous jugez pas pour les anciens schémas. Vous entrez simplement dans un nouveau rôle, sans avoir besoin de punir l'ancien. Pensez à un acteur de théâtre. Lorsqu'il termine une représentation, il ne reste pas sur scène à se disputer avec le dernier personnage qu'il a joué. Il entre simplement dans un nouveau costume, un nouvel état d'esprit, un nouveau rôle. Il en va de même pour vous. Votre travail n'est pas de vaincre l'ancien personnage, c'est d'arrêter de jouer ce rôle et d'en assumer un nouveau. Réflexion. Quel comportement pourriez-vous planter aujourd'hui qui non seulement s'opposerait à l'ancienne habitude, mais la rendrait inutile? Pourriez-vous remplacer le défilement sans fin sur votre téléphone par 5 minutes de visualisation vive? Pourriez-vous substituer l'envie de vous critiquer par une affirmation silencieuse de votre identité choisie? Pourriez-vous transformer le grignotage nerveux en une habitude de noter vos succès dans un journal? N'oubliez pas, vous n'essayez pas de gagner votre liberté par rapport aux mauvaises habitudes. Vous la revendiquez, en supposant maintenant que vous êtes la personne qui vit naturellement d'une nouvelle manière. Neville dirait « Revendiquez-le avec audace, même si la raison et les sens le nient. Vos sens peuvent encore vous montrer les anciens schémas. Votre esprit peut murmurer « Vous avez toujours fait comme ça ». Mais votre tâche est simple. Persistez dans le sentiment de la nouvelle supposition, quelles que soient les apparences. La cohérence est essentielle. Chaque fois que vous substituez, chaque fois que vous choisissez le nouveau sentiment plutôt que l'ancienne réaction, vous approfondissez le sillon de la nouvelle piste dans votre esprit. Bientôt, le nouveau comportement devient automatique. Il semble naturel, inévitable, facile. Il ne s'agit pas de forcer le changement. Il s'agit de s'abandonner à une vision plus élevée de vous-même. Vous n'effacez pas qui vous êtes. Vous révélez la vérité plus profonde de qui vous avez toujours été. Alors aujourd'hui, demandez-vous, si j'étais déjà libre, déjà entier, vivant déjà comme mon moi idéal, que ressentirais-je? Que ferais-je à la place? Et puis, vivez à partir de cette réponse, pas seulement une fois, mais de manière persistante, jusqu'à ce qu'elle se transforme en fait. Vous ne combattez pas l'obscurité, vous allumez la lumière. Vous ne luttez pas contre l'ancienne supposition pour la soumettre. Vous assumez la nouvelle, et ce faisant, vous vous libérez. Neville Goddard a insisté sur le fait que vous devez persister dans le sentiment de votre souhait réalisé, non pas occasionnellement, mais fidèlement. Cette persistance est facilitée lorsque le monde qui vous entoure, et les petites structures de votre vie quotidienne, reflètent la supposition que vous avez choisie. La transformation ne se produit pas par un effort aléatoire. Elle se produit par un alignement intérieur et extérieur cohérent. Explorons maintenant 5 stratégies, chacune étant une extension pratique des principes plus profonds de Neville. Stratégie 1. Conception environnementale. Neville Goddard enseignait que tout ce que vous vivez extérieurement est un reflet de vos suppositions intérieures. Le monde extérieur reflète le monde que vous portez en vous. Mais de même, votre monde extérieur, votre environnement, peut renforcer ou affaiblir votre état intérieur. Lorsque vous cherchez à incarner une nouvelle identité, à laisser derrière vous de vieilles habitudes et à assumer une version plus grande de vous-même, votre environnement doit refléter ce changement. Sinon, vous vous retrouvez constamment à lutter contre de vieux déclencheurs, ce qui rend l'hypothèse de votre nouvel état plus difficile. La conception environnementale signifie façonner votre environnement pour rendre votre comportement souhaité facile et votre comportement indésirable peu pratique. Il ne s'agit pas de forcer le changement par la volonté. Il s'agit de préparer le terrain pour que les graines que vous plantez aient de la place pour croître. Supposons que vous vouliez mettre fin à l'habitude de grignoter sans fin tard le soir.
Si votre cuisine est remplie de chips, de biscuits et de bonbons à portée de main, vous vous demandez de vivre en contradiction, de maintenir l'hypothèse de la santé alors que votre environnement crie l'ancienne histoire. Mais si vous repensez votre environnement en débarrassant votre cuisine des collations transformées, en préparant des fruits frais, en buvant une tisane le soir, vous vous facilitez la tâche de vivre à partir de votre nouvelle hypothèse. Je suis une personne qui nourrit son corps avec soin. Neville a dit, une supposition, même fausse, si elle persiste, se transformera en fait. Votre environnement peut soit nourrir cette persistance, soit l'éroder. La conception environnementale signifie également créer des signaux visuels qui vous rappellent votre nouveau moi. Un tableau de vision, une simple affirmation placée sur votre bureau, une photo qui symbolise la liberté ou la force. Ce ne sont pas de simples décorations. Ce sont des encres qui vous rappellent votre supposition chaque fois que vos sens essaient de vous ramener à l'ancien. Réflexion. Quelle partie de votre environnement parle encore aujourd'hui la langue de vos anciennes suppositions? Et quels petits changements significatifs pourriez-vous apporter qui affirmeraient la vérité de votre nouveau moi? Le monde que vous vivrez demain commence avec ce que vous supposez aujourd'hui et ce que vous vous préparez à recevoir. Avant de passer à autre chose, faites une pause un instant et demandez-vous, quels petits changements pourriez-vous apporter dès maintenant que votre futur moi vous remercierait d'avoir fait? Si vous êtes sérieux au sujet du passage des anciens schémas à votre véritable potentiel, consultez le commentaire épinglé ci-dessous. J'y ai laissé quelque chose qui vous aidera à prendre ce que vous apprenez aujourd'hui et à en faire une partie vivante de votre vie quotidienne. C'est simple, mais cela peut tout changer si vous l'appliquez. Passons maintenant à la stratégie suivante et voyons comment la préparation de votre esprit à l'action peut faire toute la différence. Stratégie 2. Intention de mise en œuvre. Neville Goddard enseignait que le subconscient accepte comme vrai ce que nous ressentons et préparons avec conviction. La préparation est une forme de supposition. C'est une déclaration silencieuse. Voici qui je suis, et voici comment j'avance dans la vie. Les intentions de mise en œuvre sont un reflet moderne puissant de cette vérité. Ce sont des déclarations simples et prédéterminées si-alors, qui créent une réponse automatique aux situations qui pourraient autrement déclencher une ancienne habitude. En décidant à l'avance comment vous agirez, vous assumez l'identité de quelqu'un qui choisit consciemment et non de manière réactive. Par exemple, si je ressens l'envie de procrastiner, alors je réglerai une minuterie sur 5 minutes et je commencerai la tâche quand même. Ou, si je me sens anxieux la nuit, alors je prendrai 3 respirations lentes et profondes et je me visualiserai en paix. Ces déclarations ne sont pas de simples tactiques. Ce sont des expressions de votre nouvelle supposition, que vous êtes quelqu'un qui répond avec conscience et force. En préparant votre esprit à l'avance, vous sortez du chaos de la réaction émotionnelle et entrez dans la certitude calme de l'identité choisie. Neville a dit, la foi est la loyauté envers la réalité invisible. Lorsque vous définissez une intention de mise en œuvre, vous pratiquez la loyauté envers votre réalité invisible, la réalité où vous avez déjà surmonté l'habitude, où vous êtes déjà devenu la version de vous-même que vous avez choisie. Sans cette préparation, de vieux déclencheurs vous ramènent facilement à de vieilles suppositions. L'esprit, laissé à son propre élan, cherche le familier. Mais lorsque vous vous préparez à l'avance, vous perturbez l'ancien schéma avant qu'il ne puisse s'installer. Réflexion. Quelle situation courante vous tente de revenir à une ancienne habitude? Et quel plan, si alors, pourriez-vous créer qui vous alignerait immédiatement sur votre moi supérieur? L'avenir n'est pas quelque chose que vous rencontrez. C'est quelque chose que vous préparez, consciemment, délibérément et avec foi. Stratégie 3. La règle du remplacement. Dans les enseignements de Neville Goddard, l'accent est toujours mis sur la création, jamais sur la destruction. Il nous rappelle, l'homme évolue dans un monde qui n'est rien de plus que sa conscience objectivée. Pour changer le monde que vous vivez, y compris vos habitudes, vous devez changer de conscience, pas combattre les circonstances. La règle du remplacement découle directement de ce principe. Vous ne brisez pas les habitudes en essayant de les effacer. Vous brisez les habitudes en les remplaçant par de nouveaux comportements qui s'alignent sur l'identité que vous avez choisi de supposer. Toute habitude, aussi dommageable soit-elle, répond à un besoin. Fumer peut créer un sentiment de contrôle. La procrastination peut offrir un soulagement temporaire de la peur. Trop manger peut apporter du réconfort contre l'inconfort émotionnel. Si vous essayez de simplement supprimer l'habitude, le besoin reste insatisfait. Mais si vous remplacez le comportement par un nouveau qui satisfait le même signal émotionnel, d'une manière qui honore votre moi supérieur, vous dissolvez l'ancienne habitude naturellement, sans lutte. Imaginez quelqu'un qui utilise de l'alcool pour se détendre après une longue journée. Plutôt que de se concentrer sur l'arrêt de la consommation d'alcool, ce qui amplifie souvent l'envie, il pourrait introduire un rituel de remplacement, une promenade en soirée tout en visualisant la vie qu'il désire,
ou une cérémonie du thé relaxante qui symbolise la paix et la maîtrise. Le besoin de relaxation reste satisfait, mais le comportement s'aligne maintenant sur la nouvelle supposition. Je suis quelqu'un qui honore et nourrit mon esprit et mon corps. Neville vous exhorterait à ne pas simplement changer les actions extérieures, mais à vous sentir dans le nouvel état. Ressentez la satisfaction, la paix, la joie de satisfaire vos besoins d'une manière plus élevée et plus pure. Alors agissez à partir de ce sentiment, et non par peur ou résistance. Réflexion. Quel besoin émotionnel votre ancienne habitude tente-t-elle de satisfaire? Et quel beau comportement, qui affirme la vie, pourrait satisfaire ce besoin encore plus profondément? Rappelez-vous, vous ne détruisez pas par la force, vous transformez par la création. Vous remplacez l'ancien par la réalité vivante de votre idéal supposé. Stratégie 4. L'accumulation d'habitudes. Neville Goddard enseignait que la répétition de l'hypothèse mène à la manifestation. Persister dans le sentiment du souhait réalisé amène sa réalité extérieure. L'accumulation d'habitudes est une méthode pour ancrer cette répétition dans le tissu de votre vie quotidienne sans effort ni tension. L'accumulation d'habitudes consiste à lier un nouveau comportement souhaité à une habitude existante qui se déroule déjà automatiquement. Vous construisez la nouvelle action sur les fondations de quelque chose de familier, permettant à votre nouvelle hypothèse de prendre racine naturellement, presque invisiblement. Considérez à quel point le brossage de vos dents est devenu automatique. Vous ne luttez pas avec vous-même chaque matin ou soir pour savoir si vous devez le faire. Cela se produit simplement, découlant d'un schéma établi de longue date. Imaginez maintenant que, immédiatement après vous être brossé les dents, vous passiez 2 minutes à vous imaginer vivre votre vie idéale de manière vivante. Ou en affirmant silencieusement « Je suis confiant, je suis discipliné, je suis libre ». En associant le nouveau comportement à une habitude existante, vous contournez la résistance. Vous permettez à votre nouvelle identité de devenir aussi automatique et naturelle que les anciennes habitudes l'étaient autrefois. Neville vous dirait « Persistez dans l'hypothèse, et elle se transformera en fait ». L'accumulation d'habitudes fait de cette persistance une partie de votre rythme d'être, et non un fardeau ou une obligation supplémentaire. Cette méthode fonctionne car elle honore le principe selon lequel la conscience se déplace le plus facilement le long des canaux déjà établis. En attachant votre nouvelle action à une action familière, vous créez un élan sans compter sur la volonté. Réflexion. Quelles habitudes quotidiennes existent déjà dans votre vie, aussi petites soient-elles? Ou pourriez-vous empiler une nouvelle hypothèse, un nouveau comportement, une nouvelle déclaration intérieure? Peut-être qu'après avoir fermé votre ordinateur portable à la fin de la journée de travail, vous faites une pause d'1 minute pour vous sentir reconnaissant de vos succès. Peut-être qu'après avoir versé votre café du matin, vous affirmez « Aujourd'hui, je vis de la plénitude de mon moi idéal ». Grâce à l'accumulation d'habitudes, vos nouvelles hypothèses ne deviennent pas des efforts occasionnels, mais des vérités vécues quotidiennement sans effort. La différence entre souhaiter un changement et incarner un changement se mesure souvent aux petits choix cohérents que vous tissez dans votre vie. Stratégie 5. La règle des 10 minutes. Neville Goddard enseignait que lorsque vous assumez un état, vous devez y persister, quelles que soient les apparences. Ne conditionnez pas votre hypothèse, disait-il, persistez dans le sentiment du souhait réalisé et il se transformera en fait. La règle des 10 minutes est un moyen direct et puissant de pratiquer cette persistance, en particulier lorsque d'anciens désirs ou impulsions tentent de vous ramener dans un état que vous ne souhaitez plus occuper. Lorsqu'une envie survient, le désir soudain de fumer, de procrastiner, de s'emporter ou de céder à une ancienne habitude, ce n'est pas une indication d'échec. C'est simplement l'écho d'un état que vous avez autrefois incarné. C'est l'élan d'une ancienne hypothèse cherchant à être confirmée, une dernière tentative de se réaffirmer par votre attention et votre action. La réaction naturelle est d'y obéir sans réfléchir. Cette obéissance maintient l'ancien schéma en vie. Mais lorsque vous appliquez la règle des 10 minutes, vous intervenez consciemment. Vous créez un espace sacré entre l'impulsion et la réponse, un espace où la transformation devient possible. La pratique est simple mais profonde. Lorsque l'envie vous frappe, faites une pause de 10 minutes avant d'agir. Pendant cette pause, déplacez toute votre attention sur l'identité que vous avez choisie. Sentez-vous déjà libre. Ressentez la satisfaction, la paix, la force qui viennent du fait d'être la personne que vous avez décidé d'être. Vous ne combattez pas l'envie. Vous la transcendez en ne vous identifiant plus à elle. Considérez cet exemple. Une personne a assumé l'identité de quelqu'un qui valorise sa santé et sa vitalité. Un soir, après une journée stressante, l'ancienne impulsion de manger de façon excessive revient avec force. Au lieu de se précipiter dans la cuisine et d'agir automatiquement, elle fait une pause. Pendant 10 minutes, elle ferme les yeux, respire profondément et s'imagine déjà vivre dans son corps idéal, énergique, discipliné,
joyeux. Elle ressent la fierté d'être alignée avec son vrai moi. À la fin des 10 minutes, l'urgence émotionnelle qui semblait autrefois accablante s'est atténuée, disparaissant souvent complètement. Ce n'est pas une simple distraction. C'est un réalignement. C'est un retour conscient à l'hypothèse du souhait réalisé. C'est un acte de foi créatrice. Neville soulignait que la foi est la loyauté envers la réalité invisible. Lorsque vous faites une pause de 10 minutes et que vous vous attardez sur l'identité que vous avez choisie, vous êtes loyal, non pas envers les preuves de vos sens, non pas envers l'ancienne histoire, mais envers la vérité invisible que vous avez revendiquée comme étant la vôtre. Le pouvoir de la règle des 10 minutes réside dans ce qu'elle vous apprend sur vous-même. Vous réalisez que vous n'êtes pas vos envies, vous n'êtes pas vos vieilles émotions. Vous êtes celui qui les observe, qui choisit où placer son attention, qui détermine quelles hypothèses se transformeront en faits. Beaucoup craignent qu'une pause ne renforce l'envie. En réalité, c'est le contraire qui se produit. Lorsque vous résistez ou supprimez une envie, vous lui donnez plus de pouvoir par la lutte. Mais lorsque vous la reconnaissez, que vous la laissez monter, puis que vous tournez doucement votre attention ailleurs, vous la privez de son autorité. Vous dites, sans mots, je ne suis plus loyal à ce schéma. Je suis loyal à la vie que je crée. La règle des 10 minutes renforce également la résilience émotionnelle. Chaque fois que vous retardez une action et que vous choisissez votre moi supérieur, vous renforcez les voies neuronales de votre nouvelle identité. Vous créez une mémoire corporelle, un schéma mental et un rythme émotionnel qui favorisent la patience, la conscience et la maîtrise. Avec le temps, les envies elles-mêmes diminuent. Non pas parce que vous les avez combattues jusqu'à la soumission, mais parce que vous avez constamment refusé de les nourrir avec votre énergie et votre attention. Vous les avez affamées en ne vivant plus de l'ancien état. Réflexion. Repensez à un moment où vous avez agi impulsivement et où vous avez ensuite regretté de ne pas avoir fait une pause. Qu'est-ce qui aurait pu changer si vous vous étiez donné 10 minutes pour respirer, pour imaginer, pour ressentir la vérité de votre moi choisi? Les moments où vous ressentez la plus forte tentation ne sont pas des signes d'échec. Ce sont les tests finaux de loyauté envers votre hypothèse. Ce sont des opportunités déguisées en défis. Neville vous encouragerait à ne pas vous condamner pour ces moments, mais à les considérer comme des cadeaux. Chaque pause est une brique posée sur les fondations de votre nouvelle vie. Chaque acte de loyauté envers votre vision est un ordre silencieux à l'univers. Voici qui je suis maintenant. Moyen pratique d'utiliser efficacement la règle des 10 minutes, réglez une minuterie. Lorsque l'envie survient, réglez littéralement une minuterie sur 10 minutes. Engagez-vous à rester avec vous-même, avec votre vision, jusqu'à ce que la minuterie se termine. Préparez une visualisation. Ayez une scène claire déjà en tête. Une scène qui implique la réalisation de votre désir, afin que lorsque l'envie vienne, vous sachiez exactement vers où tourner votre attention. Ancrez-vous dans le sentiment. Ne vous contentez pas de penser à votre moi idéal. Sentez comme si vous viviez déjà cette vie. Imprégnez-vous de sa richesse sensorielle. Affirmez silencieusement. Répétez une affirmation simple et puissante qui vous ancre « Je suis déjà libre ». J'agis par amour, pas par peur. Je persiste dans mon hypothèse la plus élevée. Célébrez la pause. À la fin des 10 minutes, que l'envie reste ou s'estompe, félicitez-vous. Chaque acte de persistance est une victoire, quelle que soit son ampleur. La règle des 10 minutes n'est pas une question de perfection. Il s'agit de culture. Il s'agit de développer l'habitude de faire une pause, l'habitude de se souvenir, l'habitude de vivre à partir de la fin. Avec le temps, 10 minutes peuvent devenir 5, puis 3. Puis l'envie peut même ne pas se manifester du tout. L'ancien état n'aura plus de place en vous. Comme l'a écrit Neville, le monde est votre moi projeté. Lorsque vous maîtrisez vos états internes, votre monde extérieur doit se conformer. Il ne peut en être autrement. À chaque instant de besoin, vous avez un choix sacré, nourrir le passé ou arroser l'avenir. La règle des 10 minutes vous offre l'espace nécessaire pour faire ce choix consciemment, créativement et puissamment. Vous ne combattez pas l'ancien. Vous vous tenez dans la vérité du nouveau. Vous ne retardez pas votre satisfaction. Vous faites progresser votre liberté. Et ainsi, avec chaque 10 minutes que vous récupérez, vous vous enfoncez plus profondément dans la réalité du moi que vous avez choisi d'être. C'est ainsi que la transformation se produit, non pas par la force, mais par une loyauté inébranlable envers la vision qui est déjà la vôtre. La rechute est une rétroaction, pas un échec. L'un des moments les plus mal compris du parcours de transformation est la rechute, le retour soudain à un ancien comportement que vous pensiez avoir laissé derrière vous. On a l'impression d'une trahison, on a l'impression d'une défaite. Mais à travers le prisme des enseignements de Neville Goddard, la rechute n'est ni l'un ni l'autre. C'est une rétroaction, pas un échec. Neville soulignait souvent « persistez, persistez, persistez dans l'hypothèse, et elle deviendra un fait ».
Il n'a jamais dit que le chemin serait exempt d'apparences qui contredisent de votre désir. En fait, il enseignait que la persistance malgré les apparences est l'acte même qui cristallise la nouvelle réalité en forme. La rechute est simplement la mémoire du corps d'un ancien état qui se réaffirme momentanément. C'est l'écho d'une croyance que vous aviez autrefois, un réflexe qui survient, non pas parce que vous êtes brisé, mais parce que l'ancienne ornière s'estompe encore. Votre tâche n'est pas de vous condamner lorsque cela se produit. Votre tâche est de le voir clairement, de l'utiliser comme des données et de réaffirmer immédiatement votre état choisi. Imaginez que vous apprenez une nouvelle langue. Au début, lorsque vous parlez, vous vous glissez occasionnellement dans votre langue maternelle. Est-ce un échec? Non. C'est la preuve que vous êtes sur le point de recabler votre esprit. Chaque erreur devient une opportunité de renforcer la nouvelle langue, la nouvelle façon d'être. De la même manière, lorsque vous rechutez dans une ancienne habitude, ce n'est pas le comportement lui-même qui compte le plus. Ce qui compte, c'est la façon dont vous l'interprétez et y répondez. Si vous tombez dans la culpabilité, la honte ou le désespoir, vous entrez à nouveau dans l'ancienne hypothèse. Je suis impuissant. Je suis inchangé. Mais si vous voyez le faux pas pour ce qu'il est, un moment de rétroaction vous montrant où la persistance est encore nécessaire, vous restez fidèle à votre nouvelle identité. Neville enseignait que l'hypothèse n'est pas prouvée en évitant les défis, mais en les maîtrisant intérieurement. Lorsque le monde extérieur, y compris vos propres actions, semble nier votre hypothèse, votre devoir est d'agir comme s'il était impossible d'échouer. Cela signifie immédiatement, après toute rechute, revenir au sentiment du souhait réalisé. Pas demain, pas après des heures d'auto-reproche. Maintenant, vous vous dites en vous-même, ce faux pas ne me définit pas. Je reste celui que j'ai choisi d'être. Vous vous sentez déjà incarner le nouvel état. Vous revendiquez à nouveau votre identité idéale, plus fort, plus profond, et avec une plus grande conviction. Cette approche transforme la rechute d'une raison de découragement en un outil d'accélération. Chaque fois que vous revenez rapidement à votre hypothèse choisie, vous enseignez à votre subconscient. C'est la réalité à laquelle je suis loyal. Vous recablez votre identité non pas par l'absence d'erreur, mais par l'immédiateté du retour. Réflexion. Et si vous considériez chaque faux pas non pas comme un échec, mais comme une porte d'entrée vers une persistance plus profonde? Et si chaque erreur était simplement une autre occasion de réaffirmer la vie que vous créez? La rechute ne devient dangereuse que lorsqu'elle mène à l'identification. Si vous supposez que le faux pas signifie que vous êtes à nouveau l'ancien moi, vous prolongez le cycle. Mais si vous supposez plutôt que le faux pas était un oubli momentané, facilement corrigé par une attention renouvelée, vous anéantissez le pouvoir de l'ancienne hypothèse. L'œuvre de Neville est remplie de rappels que le sentiment du souhait réalisé doit être l'environnement intérieur constant, et non la réponse fugace à la validation extérieure. La rechute teste si vous comprenez vraiment ce principe. Moyen pratique de recadrer la rechute. Faites une pause et observez. Au lieu de réagir émotionnellement, prenez une respiration. Voyez le comportement sans jugement. Affirmez votre identité choisie. Rappelez-vous immédiatement. Je suis libre. Je suis entier. Je suis déjà l'incarnation de mon désir. Révisez le moment. Utilisez la technique de révision de Neville. Dans votre imagination, rejouez le moment différemment. Voyez-vous agir à partir du nouvel état. Sentez-le comme réel. Célébrez le retour. Au lieu de déplorer la chute, célébrez la rapidité avec laquelle vous êtes revenu à votre moi choisi. Renforcez votre vision. Passez plus de temps à vous attarder sur le sentiment du souhait réalisé. Laissez l'expérience approfondir votre hypothèse et non l'affaiblir. La rechute, alors, fait partie du voyage, pas une déviation de celui-ci. Elle devient un feu de purification, brûlant les derniers attachements à l'ancienne identité. Les enseignements de Neville nous ramènent toujours à l'autorité intérieure. Il a dit « Il n'y a personne à changer, sauf soi-même ». Cela inclut la façon dont vous interprétez vos propres faux pas. Vous n'avez pas besoin de changer le monde pour réussir. Vous avez seulement besoin de changer la façon dont vous vous voyez, encore et encore, jusqu'à ce que le changement en vous devienne indéniable sans. Alors, lorsque vous trébuchez, et vous pourriez le faire, rappelez-vous, vous ne recommencez pas à zéro. Vous créez un élan. Chaque retour conscient à votre vrai moi est un triomphe, invisible peut-être au sens, mais monumental en esprit. La persistance dans l'hypothèse n'est pas la perfection dans le comportement. C'est la loyauté envers la réalité invisible, quoi qu'il paraisse. C'est l'insistance tranquille et constante. Je suis qui j'ai décidé d'être. Et ainsi, la rechute devient non pas une fin, mais une autre occasion de pratiquer la maîtrise. Une autre chance d'affirmer « Je reste fidèle à ma vision, quoi qu'il arrive ». C'est la vraie victoire. C'est le chemin vers une transformation durable. Les mauvaises habitudes ne sont pas des défauts à corriger, mais des hypothèses que vous avez autrefois acceptées. Neville Goddard enseignait «
Persistez dans le sentiment du souhait réalisé, et il deviendra un fait. Aujourd'hui, vous avez vu que les habitudes perdurent, non pas par la volonté, mais par l'identité, et que changer vos hypothèses réécrit naturellement votre comportement. Vous détenez maintenant 5 stratégies pour soutenir ce changement. Remodelez votre environnement. Préparez des réponses conscientes. Substituez judicieusement. Accumulez de nouvelles habitudes. Et faire une pause pour vous souvenir de qui vous êtes vraiment. La rechute n'est pas un échec. C'est simplement un rappel de revenir rapidement à votre état choisi. Le travail est simple. Assumez maintenant le sentiment de votre désir réalisé. Laissez la loyauté envers votre vision l'emporter sur les apparences. Sentez-vous déjà libre, déjà changé. Il n'y a rien que vous devez vaincre. Seule une vérité que vous devez oser accepter. Vous êtes déjà le moi que vous cherchez à devenir. Persistez, et le monde doit se conformer. Avant de partir, il y a quelque chose d'important qui vous attend. Consultez le commentaire épinglé, il pourrait être le rappel, le tournant ou l'étincelle que vous ne saviez même pas rechercher.